Bonjour. Donc, je suis effectivement Anne-Solène Le Bihan, psychologue à l'hôpital Saint-Antoine et je travaille actuellement dans un service d'hématologie. Je voulais remercier le CNRD de me donner cette opportunité de présenter mon travail. Alors, avant de commencer ma présentation, deux choses à préciser. La première, c'est que le titre de mon intervention, je l'ai donné en février dernier, quand on a commencé à réfléchir sur ce colloque. Et une fois que j'avais écrit mon intervention cet été, je me suis rendu compte que le titre ne me convenait plus. Donc du coup, je vous donne le titre que j'aurais voulu voir, qui est celui-là. Croyance sur la douleur et contexte du soin, deux réalités pour un soulagement. Et puis après, j'ai écrit le cas clinique, que je vous montrerai à la fin, et je me suis dit, c'est dommage que je ne mette pas un autre titre qui soit un petit peu plus proche, un petit peu plus drôle en même temps, qui est la parole de la patiente dont je vous parlerai, qui est « Souffrance et douleur sont dans un bateau, personne ne tombe à l'eau, c'est un fiasco ». Bon, je reviens sur celui un peu plus sérieux que j'aurais voulu voir dans le programme, mais j'aurais dû tout de suite le nommer, mais bon. Deuxième chose, je vous montrerai très peu de slides, alors j'essaye de dire des diapos, parce qu'une de mes hypothèses, c'est que PowerPoint nuit à notre capacité de compréhension des choses. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué d'écouter quelqu'un parler, de lire les diapos, de noter, de penser. Donc très peu de slides. Par contre, si vous voulez à la fin avoir le texte de mon intervention, vous me donnerez votre email et c'est avec plaisir que je vous l'enverrai. Alors, ma réflexion que je vais vous présenter ici vient de ma pratique à Saint-Antoine en hémato, mais aussi dans les différents services d'oncologie dans lesquels j'ai travaillé depuis plus de 20 ans à l'assistance publique. La prise en charge de la douleur provoquée par les soins est singulière, puisqu'elle est occasionnée par un tiers soignant. Et ça, ce n'était pas du tout prévu au programme. Le patient, il vient à l'hôpital pour être soigné, pour être soulagé, et s'il comprend que la maladie peut faire mal, il est beaucoup moins évident pour lui de vivre que la douleur vienne d'un soin occasionné de surcroît par un personnel soignant en qui il a mis toute sa confiance. Une partie raisonnée et raisonnable du patient vit cette douleur et la supporte, mais une toute autre partie de lui, bien plus archaïque, la subit et de ce fait la majore dans bien des cas. Et dans le service d'hématologie où je travaille, nous arrivions à des situations où ponction lombaire, myélogramme, soins de pansement répétés occasionnaient pour nos patients des douleurs majeures qui nous semblaient irraisonnées et pour lesquelles les antalgiques habituels, type Méopa, Emla, hypnose, voire les trois en même temps, ne marchaient plus ou pas très bien. De plus, la prévision de ces gestes douloureux était vécue comme une véritable séance de torture par les patients. Ils pouvaient le nommer comme tel. Et le personnel soignant, du coup, était vraiment très mis à mal. Donc, de ma place de psychologue, j'ai pu constater comment ces douleurs singulières sont vécues différemment d'une personne à l'autre et d'un contexte à l'autre. En effet, chaque patient a une histoire avec la douleur, qui vient de son héritage familial, de sa sensibilité, et de même, chaque douleur provoquée par les soins a son contexte. Elle peut être occasionnée par un soin, par une aide au diagnostic, suite à un accident, une maladie, un attentat. Mon hypothèse de travail a été de penser que de cette combinaison entre, d'un côté, le bagage psychologique des croyances du patient sur la douleur et, de l'autre, le contexte de cette douleur, résultera le vécu de cette douleur provoquée par les soins. Dès lors, c'est sur cette combinaison que j'ai eu l'idée de jouer au sens de jouons ensemble, comprendre quelle place, quel sens cette douleur prend dans l'histoire du patient, quelle stratégie d'adaptation ce dernier a mis jusqu'alors ou pas en place, et l'accompagner à gagner, si ce n'est du confort, du moins de la compréhension sur ses ressentis. Cet accompagnement, vous l'aurez compris, devient alors très personnalisé. Alors, nous tous, autant ici, autant que nous sommes porteurs d'un bagage de croyances plus ou moins lourd sur le monde qui nous entoure. C'est notre socle, notre manière d'être au monde, notre panier ressources, ce qui guide d'ailleurs la plupart de nos décisions. L'hypothèse que nos croyances jouent un rôle important dans l'expérience douloureuse a été validée notamment par les travaux de David Le Breton dans son livre « Anthologie de la douleur » que je vous conseille, et également par les travaux de Beck et Lazarus et Folkman. Cependant, ces travaux portent tous sur la douleur chronique. Rien n'a été écrit, ou peu de choses, sur la douleur tout court ou la douleur occasionnée par les soins.
Alors que l'hypothèse que je fais, c'est que dans le vécu immédiat de la douleur, ce sont entre autres nos croyances sur la douleur qui vont venir nous servir ou nous desservir. Ces croyances sur la douleur, les nôtres, elles sont issues d'un creuset singulier où se mélangent notre terreau familial, notre culture d'appartenance, notre expérience de vie et bien sûr nos expériences personnelles passées de la douleur, si on en a. La fonction de ces croyances est entre autres de nous permettre de donner un sens à l'expérience douloureuse que nous vivons, de formuler des idées sur la cause de cette douleur et comment on peut la traiter. C'est avant tout des fins pragmatiques. Ces croyances ne sont pas forcément justes ni rationnelles et elles peuvent être parasitées par des distorsions cognitives. Alors ces croyances, quelles sont-elles? On peut les attraper au vol dans le discours du patient, souvent sous forme d'expressions, de vérités, de proverbes, parfois d'adages ou de dictons. Et je vous en proposais une liste issue des travaux de David Le Breton dont je vous parlais tout à l'heure. Et je vous propose de les écouter tout en imaginant si ces croyances sont des aides ou pas face à une douleur occasionnée par un soin. On peut avoir par exemple la croyance que la douleur est consentie et positive. La douleur me montre que mon corps est vivant et réactif. Pouvoir sentir la douleur est un signe de vie. La croyance que la douleur est une aide. Il faut soigner le mal par le mal. C'est un mal pour un bien. Ou bien que la douleur est un remède. Pareil, c'est un mal pour un bien. Ou bien que la douleur est légitime. À l'hôpital, c'est normal de souffrir. Et puis d'ailleurs, paradoxe et paradoxe, si je souffre, c'est que quelque part, je suis vivant. On revient à la croyance sur quoi la douleur peut être un signe de vie. Croyance que la douleur est initiatique. Rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur. C'est Alfred de Musset qui disait ça. Ou la croyance que la douleur peut être vécue comme une offrande. Dans ma famille, on disait il faut souffrir en silence. Idée que la douleur est rédemptrice, il faut la supporter sans se plaindre, s'y résigner pour gagner le paradis. Alors la religion ici n'est pas très loin. On peut entendre des patients nous dire « c'est Dieu qui m'envoie cette douleur, je dois la supporter ». Ou bien « le Seigneur ne m'envoie pas plus de douleur que je ne peux supporter ». Ce qui donne d'ailleurs à l'extrémité de la croyance, si on va jusqu'au bout, que si je ne supporte pas cette douleur, je ne suis pas un bon chrétien et donc Dieu ne va pas me sauver de la maladie. La croyance que la douleur est une fatalité, on ne peut rien faire contre la douleur, il faut la supporter jusqu'à la fin. La croyance que la douleur a un rôle pédagogique, l'homme est un apprenti, la douleur est son maître. La douleur fait grandir. Ou croyance que la douleur est magique, un peu mystérieuse. Cette douleur est insupportable, mais ça serait étrange de ne pas souffrir vu les soins que je reçois. Alors, juste pour vous faire sourire un peu, j'ai trouvé en surfant sur Internet 2 proverbes sur la douleur qui m'ont rendu bien perplexe. L'un, c'est un proverbe russe qui dit « La douleur embellit l'écrevisse ». J'ai imaginé que c'était une histoire de cuisson. Et la deuxième, c'est « En courant après le plaisir, on attrape la douleur », sauf si on court vite. Bon, plus sérieusement, je reviens. Donc, je reprends mon hypothèse. Savoir avec quel bagage de croyances le patient arrive est intéressant et important, parce que ce n'est pas la même chose que de croire que la douleur est une aide ou de croire qu'elle est une fatalité envoyée par Dieu. Mon approche consiste donc dans un premier temps par une longue, parfois une très longue prise de contact avec le patient, où je prends du temps, je ne promets aucun résultat, si ce n'est de les accompagner au mieux pendant les soins douloureux, d'être là. Je leur explique parfois mon hypothèse, pourquoi je viens les voir, pourquoi je leur pose ces questions. Et d'ailleurs, ces questions, c'est quoi? C'est « je veux comprendre votre douleur ». Qu'est-ce qu'elle dit, cette douleur? Lorsque vous avez mal, vous vous dites quoi dans votre tête? Qu'est-ce qu'on disait dans votre famille sur la douleur? Qu'est-ce que vous avez transmis à vos enfants sur la douleur? Quelles sont les paroles que vous avez dites, même en passant, comme ça? Si votre douleur pouvait parler, qu'est-ce qu'elle nous dirait? Et faire parler les patients de leur douleur, eh bien, ça ne s'est pas révélé si simple que ça, en fait. Car le vécu de la douleur est très associé à quelque chose de subjectif et aussi très associé à de la solitude et à de la pudeur. C'est très intime de parler de comment on vit une douleur. Et les patients peuvent avoir une gêne à en parler, une difficulté même à trouver les mots, à s'expliquer, à s'exprimer.
Je me suis surprise à penser qu'en 2012, pour le congrès de la Société française de psycho-oncologie, j'avais écrit un article sur sexualité et cancer. Et j'avais eu beaucoup moins de mal à entendre mes patients me parler de leurs soucis de sexualité pendant leur traitement de cancer que de faire parler les patients sur leur douleur. C'est un parallèle qui m'a semblé intéressant parce que je ne m'y attendais pas. Une autre chose que je vais chercher à savoir pendant ces entretiens avec les patients, ce sont quelles sont leurs ressources personnelles. Mon idée est de toujours partir de ce que le patient sait déjà faire, ce qui veut dire aller chercher ses compétences pendant ces entretiens dont je vous parlais. Quelles sont les grandes difficultés que vous avez rencontrées dans votre vie, s'il y en a eu? La plus importante, celle qui vous a le plus bousculé. Alors ça peut être un deuil, un chômage, un divorce, ou parfois des choses plus étonnantes, un déménagement, la perte d'un chien ou d'un chat, qui peuvent être quelque chose de très très perturbant pour les personnes, et ils vous le nomment comme la plus grande difficulté qu'ils ont vécue. Comment vous en êtes sortis? Qu'est-ce que vous vous disiez dans votre tête à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous a aidé? Et non pas qui vous a aidé. Parce qu'on peut imaginer qu'il y a dans ces événements difficiles du monde, du réseau autour d'eux, familial, proche, voisinage, mais ils ne seront pas là pour les soins douloureux. Donc qu'est-ce qui vous a aidé à l'intérieur de vous dans ces moments difficiles de votre vie? L'idée est que nous avons en notre possession plusieurs modèles, plusieurs patrons d'expériences que nous avons déjà utilisés pour nous sortir de situations difficiles et que parfois il suffit de les réactiver. Alors, une fois recueilli le paysage des croyances du patient sur la douleur, il est intéressant de croiser ces infos avec le contexte de la douleur. En effet, la même douleur de la même intensité occasionnée par un soin ne sera pas vécue de la même manière s'il s'agit d'un soin comme un myélogramme. Alors, un myélogramme, si tout le monde ne le sait pas, c'est aller chercher de la moelle en perçant avec l'os du sternum avec une aiguille pour l'aspirer. Donc ça peut être très douloureux. Certains patients trouvent ça moins douloureux, et pour certains, c'est vraiment très très douloureux. C'est comme une ponction lombaire, mais devant. Donc, la même douleur, la même intensité ne sera pas vécue de la même manière s'il s'agit d'un soin comme un myélogramme pour confirmer une aggravation, pour confirmer que la chimio est bel et bien efficace, ou si c'est pour cureter une plaie suite à une amputation. Ce sont les victimes des attentats du 13 novembre qui ont attiré notre attention sur cette réalité, qu'on savait déjà, mais là, ça nous a paru très flagrant. Suite aux attentats à Saint-Antoine, on a accueilli environ 170 victimes. Elles venaient toutes du Bataclan et toutes avaient survécu. C'est-à-dire que celles qui étaient décédées et celles qui étaient dans des cas graves étaient orientées ailleurs. Mais elles avaient toutes vécu l'horreur de ce qu'on peut imaginer, de voir mourir des gens autour d'eux, parfois leurs proches, et de croire qu'ils allaient mourir. La plupart des soins qu'on a eu à faire étaient des soins de plaies par balle. Donc c'était des pansements, des curetages de plaies, des points de suture. Et les infirmières et les aides-soignantes ont été les premières à nous dire leur surprise que ces patients rescapés, pour la plupart jeunes, ne se plaignaient d'aucune douleur pendant les soins. À peine quelques grimaces quand on décollait le pansement. Et qu'elles en étaient même un peu gênées, au sens interrogatif, mais ils ne disent rien, les patients. Alors notre hypothèse de psy, à ce moment-là, a été de penser que ces victimes rescapées étaient dans un mélange de sidération de l'horreur de ce qu'elles avaient vécu et dans un intense sentiment de culpabilité d'avoir survécu, de s'en être sorties vivant. Dès lors, la plainte, l'expression de la douleur n'était pas possible, il n'y avait pas de place pour ça. Revenons à des moments plus tranquilles, plus proches de notre réalité quotidienne, heureusement. Il sera, à mon sens, important de prendre en compte le contexte de la douleur occasionnée par un soin. Vivre une douleur intense pour un myélogramme qui va confirmer peut-être l'échec d'un traitement ne peut être que majoré par l'angoisse des résultats. Il faut également prendre en considération que la douleur occasionnée par les soins est toujours vécue, très souvent vécue, comme une injustice. Le patient, comme je vous disais tout à l'heure, est venu à l'hôpital pour être soigné ou soulagé, pas pour souffrir. Dès lors, on peut entendre des pensées un peu sensitives, pas très très loin. Quand les infirmières m'ont manipulé pour me mettre dans l'IRM, ils le font exprès, ça m'a fait mal. Je vois bien que l'infirmière ne s'intéresse pas à moi, elle me fait mal quand elle change mes pansements. Alors une fois le catalogue des croyances sur la douleur ramassé auprès du patient, une fois le contexte du soin douloureux bien compris, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, je ne vais pas, bien sûr, leur proposer d'effacer leurs croyances qui les desservent. D'abord, je ne pense pas que ça serait possible, on ne peut pas effacer nos croyances. D'abord, nous tenons tous beaucoup à nos croyances, comme un capital, un trésor génétique,
L'idée est de leur proposer de considérer pour leur bénéfice les choses autrement le temps du soin douloureux. Donc concrètement, on prévoit donc le prochain soin douloureux. Je leur dis que je serai là pour eux, et rien que pour eux, je ne participe pas aux soins. D'ailleurs, je suis proche de leur tête. Que je resterai à leur côté. Et puis, je leur propose un entretien ressources, une espèce de balade qui peut ressembler à une séance d'hypnose, c'est-à-dire une séance d'hypnose active où je demande aux patients de parler. Mais en vérité, je pense que nul besoin d'être formé à l'hypnose pour faire ça. Au cours de cet entretien balade, je les emmène se promener un peu comme je pourrais dire dans le grand magasin de leurs croyances, comme dans l'arrière-boutique, peut-être dans leur inconscient, où on réfléchit ensemble à quelles croyances ils peuvent mettre dans leur panier, qu'ils peuvent prendre avec eux pour le prochain soin douloureux, ou quelles croyances ils peuvent laisser de côté. Par exemple, certes, vous croyez que votre douleur vous fait sentir vivant, et vous avez probablement raison. Mais sur quel autre ressenti vous pourriez fixer votre attention pour vous sentir vivant? Est-ce que sur votre respiration, par exemple? Proposez d'autres choses. Ou bien, vous avez toujours pensé qu'il fallait soigner le mal par le mal. Je vous propose d'essayer ensemble autre chose, de soigner le mal par exemple, de l'indifférence, peut-être du mépris. Vous savez, cette indifférence dont vous me disiez, qui vous a beaucoup servi lorsque vous avez été licencié, que votre patron était méprisant vis-à-vis de vous. Et donc faire des liens. Ce n'est pas, encore une fois, à proprement parler, une séance d'hypnose. C'est plutôt un temps singulier, un échange humain très intime sur le thème. Maintenant qu'on a compris ensemble vos croyances et le contexte de cette douleur, on va faire ensemble tout ce qu'il faut pour que ça s'atténue, la douleur. Alors, de mon expérience, ce qui se montre efficace est de développer des croyances de contrôle et de psychologie, c'est-à-dire de diminuer les croyances de mystère sur la douleur. Et ce qui se montre vraiment inefficace, de mon point de vue, c'est de vouloir remettre même un tout petit peu en cause les croyances qui sont basées sur la religion. Alors j'utilise la reformulation des croyances sur la douleur, l'apprentissage de stratégies de coping, la décentration, la distraction, les auto-injonctions positives, l'utilisation des ressources antérieures et l'humour, toujours l'humour quand c'est possible. Bien sûr, tous les patients ne sont pas égaux. Ceux qui ont ce qu'on appelle en psychologie une bonne efficacité personnelle, c'est-à-dire une bonne confiance en leur propre capacité à faire face, est un élément favorable pour les patients en termes de douleur et de détresse émotionnelle. Enfin, pour certains patients qui ont beaucoup de mal à parler de leur douleur, j'aimerais utiliser, même si je ne l'ai pas fait encore, des outils comme du dessin, des modelages, et permettre d'exprimer ce qui serait à la fois urgent de dire, mais impossible à penser et à exprimer. En conclusion, par cette prise en charge très personnalisée, j'accompagne les patients à expérimenter le fait qu'ils peuvent apprivoiser leur douleur, d'avoir une prise sur elle, tranquillement. Ils expérimentent qu'ils peuvent utiliser leurs croyances à leur bénéfice, en critiquer certaines, voire en abandonner quelques-unes en chemin. Comme me disait une patiente, j'ai toujours cru qu'il était un peu noble de souffrir, mais en fait c'est nul. Souffrir, ça fait mal et c'est tout. Enfin, les deux corollaires à ce travail, c'est que cette prise en charge est très chronophage. Il faut du temps pour que le patient parle de son intimité de douleur. Il faut se poser, ça prend vraiment du temps. Et le second souci, c'est qu'une fois que ce lien d'intimité est tissé, il devient difficile pour le patient de ne pas le lier à la personne qui a mené ces entretiens. Donc il peut y avoir un lien de dépendance qui fait que le patient peut dire « OK pour le prochain soin douloureux, mais avec vous et personne d'autre ». Ce qui peut être compliqué dans l'organisation d'un service. Un cas clinique rapide pour agrémenter mon propos. Alors, Madame E, 55 ans, qui est hospitalisée pour une leucémie. Elle fait un choc septique, elle est envoyée en réa, elle a beaucoup de complications, elle s'en sort, mais elle se retrouve amputée des 10 orteils. Donc elle revient dans notre service en hémato et les pansements de ces 10 moignons d'orteils sont à faire tous les 2 jours. Les soins virent au cauchemar. Madame E gémit en serrant les dents. Elle serre tellement les dents qu'elle se cassera 2 dents. Elle se tend, elle retire ses pieds des mains des infirmières tellement ça la fait souffrir. Elle se tend comme un arc et rien n'y fait. La xylocaïne, les anxiolytiques, du méopa, qu'elle ne peut pas respirer tellement elle est tendue. L'hypnose, on n'y arrive pas. Et les pansements durent
Une fois, ça a duré 2h15, ce qui est énorme dans la prise en charge d'un patient dans un service. Et elle est en plus elle-même très en colère contre l'hôpital parce qu'elle dit « l'hôpital m'a volé mes pieds ». C'est une femme qui a été élevée à la dure dans une famille très bourgeoise, où les marques d'affection étaient rares. Elle s'est retrouvée au milieu de sa fratrie de 7 frères et sœurs et grandit en paquet. C'est comme ça qu'elle dit. C'est-à-dire en paquet avec ses frères et sœurs. Elle dit qu'il y avait paquet des garçons, le paquet des filles. Sur ses croyances sur la douleur, elle dira « Ma mère m'a toujours dit, si tu as mal, tu gardes ça pour toi ». C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place pour une plainte individuelle, peu de reconnaissance. Elle s'est mariée tôt, elle n'a pas été très heureuse dans sa vie conjugale. Elle dira « J'étais comme un fossile pendant 20 ans ». Elle a eu 2 enfants et dès qu'ils ont quitté la maison, elle a divorcé pour être enfin seule. Depuis, elle a une vie plutôt agréable. Elle adore jouer aux cartes et elle joue au rami avec ses voisines. Elle a un humour qui surprend, parce que c'est pas tant son humour qui est surprenant, c'est la manière qu'elle a de s'en servir. Elle dit des choses très drôles, mais elle ne rit pas à ce qu'elle dit, comme si elle ne rigolait pas de son propre humour. Donc c'est un peu déroutant. C'est elle qui me dira quand je viens la rencontrer pour lui dire « Je viens vous rencontrer pour parler des soins qui sont douloureux, savoir comment on pourrait vous aider ». Et elle me regarde d'un ton un peu péremptoire pour me dire « Souffrance et douleur sont dans un bateau, personne ne tombe à l'eau, c'est un fiasco ». Ce qui, moi, me fait rire. Une série d'entretiens plus tard, où elle me dira sa solitude face à la douleur, son impossibilité de dire sa douleur, que c'est pour ça qu'elle se tend comme ça, qu'elle serre les dents, loyale à la croyance familiale. Si tu as mal, garde ça pour toi. Et moi, je fais l'hypothèse qu'elle garde le secret espoir que quelqu'un un jour verra sa solitude, comme ici sa douleur, comme quand elle était petite, élevée en paquet. Plusieurs entretiens plus tard, elle sera d'accord pour dire qu'elle a du mal à exprimer son émotion et que ça l'a beaucoup desservie, notamment dans sa vie de couple, où elle n'a pas été heureuse. Je l'aiderai à comprendre qu'elle a le droit de dire qu'elle a mal, que ça peut l'aider, qu'on pourra peut-être nous l'entendre. Je cherche à réactiver ce qui l'a aidé, c'est-à-dire notamment, par exemple, sa ténacité à tenir pendant 20 ans dans une vie conjugale pas heureuse. Et enfin, j'utilise aussi ses compétences de stratège quand elle me parle de ses tactiques de jeu au rami, quand elle essaye de m'expliquer comment on joue au rami. Oui. Résultat, on arrivera à une toute autre situation pour ses soins. Pendant que les infirmières installent tout dans la chambre, j'encourage Madame E à se plaindre, à dire qu'elle a mal, qu'elle a peur et à pleurer. Ce qui est un peu paradoxal parce qu'on ne l'a pas encore touchée. Puis le soin commence. Elle arrête d'exprimer sa douleur, elle respire le met au pas, on respire ensemble. Je lui demande de bien vérifier que ses jambes ne bougent pas malgré l'inconfort, comme elle a su rester avec son mari pendant des années malgré l'inconfort. Puis quand elle s'impatiente, je lui demande de nous expliquer à moi et aux infirmières comment on joue au rami. Elle s'apaise, ne bouge plus, et puis les soins se font. Et une fois que tout est fini, une fois qu'on a remis le pansement sur chacun de ses pieds, elle regarde ses pieds, et là elle peut pleurer. Et elle pleure à gros sanglots, comme une petite fille. Petit à petit, les soins pourront se faire de plus en plus tranquillement, au fur et à mesure que la cicatrisation de ses pieds se feront. Voilà, je vous remercie.